Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans cette séquence de formation dans laquelle je vais expliquer quelques règles liées au calcul des éléments porteurs d'un bâtiment. Bien sûr, cette séquence s'inscrit dans le cadre du module application des règles de béton armé aux états limites. Donc, c'est un module dédié aux techniciens et techniciens spécialisés BTP. Dans cette première partie, donc, je vais m'intéresser aux semelles superficielles. Donc, quel est le rôle d'abord des semelles superficielles? Donc, les semelles superficielles servent à répartir les charges d'un ouvrage sur le sol de façon à ce que la charge totale appliquée sur le sol soit inférieure ou égale à son taux de travail maximum. Bien sûr, là j'ai la charge totale appliquée par le bâtiment sur le sol. Bien sûr, on a déjà vu cette contrainte. C'est la charge par unité de surface ou bien tout simplement contrainte. On a déjà vu que cette contrainte égale à la charge acheminée par le poteau vers le sol divisée par la surface de contact du bâtiment avec le sol qui est tout simplement la surface des semelles superficielles. Donc, cette charge du bâtiment, bien cette contrainte liée à la charge du bâtiment, doit être inférieure à sigma bar du sol. Sigma bar du sol, c'est tout simplement le taux de travail maximum du sol. Il est aussi noté capacité portante du sol ou bien encore contrainte admissible du sol. Donc c'est un paramètre caractérisant la résistance du sol aux charges et c'est un paramètre qui est calculé par le laboratoire à travers un ensemble d'essais. Les plus connus, c'est l'essai à la plaque, l'essai pressiométrique, l'essai au pénétromètre, etc. Donc, le but pour nous, c'est que cette inégalité elle doit être vérifiée. Il faut garantir que la charge qui arrive au sol soit inférieure à sa résistance, à sa capacité portante, pour bien sûr éviter tout lâchement ou bien toute perte de résistance du sol, donc éviter le tassement du sol sous la fondation. Le choix bien sûr à faire entre les différents types de fondations, il dépend essentiellement de cette contrainte admissible dont on a parlé, mais bien sûr il dépend de plusieurs autres paramètres, à savoir le type du sol, est-ce qu'il s'agit d'un sol homogène, un sol hétérogène, un sol gonflant, mais aussi du type de bâtiment, est-ce qu'il s'agit d'un bâtiment lourd, léger, etc. Bien sûr, ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est les calculs, et bien sûr les calculs tout simplement des semelles superficielles. Donc les semelles superficielles sont classées en deux types, donc une semelle isolée sous poteau et une semelle continue sous mur ou bien encore semelle filante. Le calcul bien sûr des semelles revient d'abord à dimensionner les semelles, ça veut dire déterminer les dimensions des semelles et après déterminer le ferraillage des semelles. Donc si on prend le cas d'une semelle isolée, donc il existe trois dimensions caractérisant ce type de semelle, donc trois dimensions à déterminer. D'abord la longueur la longueur de la semelle qu'on appelle P, la largeur de la semelle qu'on appelle grand A et finalement la hauteur de la semelle qu'on appelle petite h. Concernant la semelle continue, donc les dimensions caractéristiques de ce type de semelle, c'est la largeur de la semelle A, grand A, et la hauteur de la semelle petit h. Bien sûr, la longueur de la semelle sera égale à la longueur des murs et bien sûr, on travaille toujours pour simplifier les calculs sur une longueur L égale à 1 mètre. Voilà.
Donc, pour calculer les sommets superficiels, bien sûr, on aura besoin de quelques données. D'abord, on aura besoin de l'effort normal appliqué sur la semelle. Est-ce qu'il s'agit, dans ce cas, il s'agit de l'effort normal, donc à l'état limite de service, N service, et l'effort normal à l'état limite ultime, NU. Parfois, on va vous donner directement l'effort normal. Parfois, on va vous donner tout simplement la charge permanente et la charge variable ou bien la charge d'exploitation appliquée sur la semelle. Et c'est à nous de déduire les efforts normaux à l'état limite ultime en utilisant la combinaison d'action 1,35G plus 1,5Q et la combinaison d'action à l'état limite de service G plus Q. Parmi les données aussi, on aura comme donnée la section du poteau, donc la largeur petit a et la longueur du poteau petit b. Bien sûr, on suppose ici que le poteau a été déjà dimensionné et donc on connaît déjà le petit a et le petit b. Cela dans le cas d'une semelle isolée. Dans le cas d'une semelle continue, bien sûr, j'aurai besoin de la dimension de l'épaisseur du mur qui est notée petit a. On aura aussi besoin de quelques caractéristiques, bien sûr, de matériaux. Le matériau, bien sûr, le plus important dans ce cas, c'est l'acier. Donc, j'aurai besoin de sa limite élastique. Dans notre cas, on utilise des armatures en haute adhérence. HA, ça veut dire soit on aura recours à une limite élastique égale à 400 mégapascal ou bien 500 mégapascal. Donc en général, on utilise FE égale à 500 mégapascal. J'aurai besoin de la fameuse contrainte admissible du sol. Et là, j'aurai aussi besoin de la contrainte limite de traction d'acier, sigma ST bar. La contrainte limite de traction de l'acier. Donc, cette contrainte limite, bien sûr, j'en aurai besoin dans le calcul du ferraillage à l'état limite de service. Il dépend du type de fissuration. Dans le cas donc d'une fissuration peu préjudiciable, ça veut dire des locaux couverts sans condensation, donc j'aurai pas besoin de cette contrainte parce que donc les fissurations dans ce cas ne posent plus de problème. Mais dans le cas d'une fissuration préjudiciable, ça veut dire pour les locaux à l'extérieur, les éléments à l'extérieur exposés aux intempéries ou aux condensations, j'aurai besoin donc de calculer sigma ST bar. Même chose pour le cas de la fissuration très préjudiciable, c'est le cas des constructions au niveau du littoral. Donc les constructions dans ce cas seront exposées au brouillard, etc. Donc un grand degré d'humidité, ça veut dire la corrosion des aciers va être très accélérée et donc la fissuration donc, dans ce cas devient très nuisible. Bon. Comment donc calculer sigma ST bar? Sigma ST bar égale à l'inférieur entre, pour le cas de la fissuration préjudiciable, 2 sur 3 FE et la quantité 110 fois la racine carrée de eta fois FTJ. En général, on utilise FT 28. Voilà. Pour FE, c'est la limite élastique de l'acier. Eta, c'est le coefficient de fissuration de l'acier. Et bien, en général, on va utiliser la valeur 1,6 puisqu'on utilise, on travaille par des aciers haute adhérence et bien sûr par des diamètres supérieurs à 6 mm. Donc en général, eta sera égal à 1,6. Pour le FT28, FTJ, bon, on utilise en général FT28, donc il est déduit à partir de la résistance caractéristique à la compression du béton. Et bien sûr, il sera égal, donc FT, en général, on utilise FT28, donc je m'excuse ici pour l'écriture, égal à 0,6 plus
0,06 FC28. Avec FC28, c'est la résistance caractéristique à la compression, bien sûr, du béton. Donc, c'est une relation que vous avez déjà vue. Pour le cas de la fissuration très préjudiciable, eh bien, je calcule cette grandeur, 0,5 fois FE. Je calcule l'autre grandeur, 90 fois la racine carrée de eta fois FTJ. Et bien sûr, je prends l'inférieur entre les deux quantités. Je récapitule donc. Donc la première des choses, je dois déterminer ce qu'il s'agit d'une fissuration préjudiciable ou bien d'une fissuration très préjudiciable. Et bien sûr, il faut revoir les données du problème. Puis, je calcule, pour le cas donc de la fissuration préjudiciable, je calcule cette quantité et cette quantité et je prends l'inférieur entre les deux. Donc de même pour la fissuration très préjudiciable, je calcule cette quantité 0,5 FE et cette quantité, je prends l'inférieur entre les deux. Donc cette séquence est terminée. Dans la séquence prochaine, on va voir comment dimensionner les semelles et comment calculer le ferraillage des semelles. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.